Mais la société a évolué, c'est-à-dire que le travail et l'entertainment a pris le pas sur une expérience de course qui est restée extrêmement vieillotte. C'est-à-dire que tu as ton téléphone portable, le soir quand tu rentres, tu veux t'occuper de tes enfants, tu veux plus aller faire les courses, tu travailles parce que tu ramènes ton travail avec ton ordinateur portable et ton téléphone. L'Internet a permis d'avoir l'entertainment tout le temps à la maison, c'est-à-dire Netflix, Twitch, YouTube, les chats pour discuter avec tes amis. Donc finalement, tout ton temps libre est grignoté par ces choses-là, d'accord. Et le temps pour faire ses courses est devenu plus faible. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, nous poursuivons notre compréhension des changements majeurs qui sont à l'œuvre dans la distribution alimentaire. Nous l'avons déjà constaté ici même, le Covid a accéléré des tendances de fond. Les notions de consommation locale, de produits sains et bio, de durabilité viennent rencontrer celles de livraison express, voire ultra express. Les acteurs traditionnels de la distribution alimentaire sont challengés par des nouveaux entrants qui proposent de redéfinir la relation consommateur-course. Aujourd'hui, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Paul Lay, le cofondateur de labellevie.com. Lancé en 2015, Labellevie est champion de la livraison express. La promesse est forte puisqu'elle consiste à se faire livrer son plein de courses en 1 heure seulement. Le nerf de la guerre dans cette histoire, c'est la logistique. Avec 15 000 références disponibles, c'est plus de 10 000 commandes qui sont livrées chaque semaine. Avec Paul, nous allons revenir sur le marché et les besoins consommateurs. Pour info, en 2020, son chiffre d'affaires a cru de 400%. Nous nous attarderons ensuite sur l'exécution des opérations. Nous parlerons du sourcing, du stockage, de la préparation de commandes ou encore de la livraison. Bien sûr, nous aborderons les questions de la relation client, de la stratégie d'acquisition et donc du plan de déploiement territorial de labellevie.com. Mais avant de commencer, Paul, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Eh bien bonjour, je m'appelle Paul Lay, donc je suis fondateur de labellevie.com. J'ai 38 ans, j'ai 2 enfants, pas encore mariés, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Bon, bravo. Alors ton parcours un petit peu, t'es plutôt un ingénieur, t'es plutôt un marketeur, t'es plutôt un commercial, c'est quoi ? Je suis plutôt un commercial, marketeur, mais très curieux et touche à tout. Voilà. J'aime le business, mais j'aime aussi creuser ce qu'il y a derrière au niveau des opérations. Et ça a toujours été comme ça depuis ma tendre enfance. Voilà. Bon, alors tu as fait une première, t'as commencé, t'as fait des études à l'université, puis je crois que tu as une formation En marketing. Marketing, Ouais. voilà. Quelle a été finalement la première expérience qui t'a mis le pied à l'étrier ? La significative, hein, je te parle pas de ton stage. La significative, en fait, je me définis comme un gros bosseur. Et la première expérience, et tu vas voir, ça n'a rien à voir, qui m'a montré qu'en bossant, on pouvait avoir de l'ambition et de l'ambition très grande. C'était en 2002-2003. Et désolé, c'était un stage. Et c'est un stage d'1 an dans le cabinet du maire et député maire Manuel Valls.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu as retenu parce que tu as l'air de dire que c'est quand même quelque chose de significatif qui Bien sûr. a eu une incidence sur la suite de ton parcours professionnel. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Je retiens qu'il faut toujours être proche du terrain, d'accord? D'être un gros bosseur. Gros bosseur, c'est 7 sur 7. Et le sens du détail de chaque position, de chaque événement, de chaque mot. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué durant toutes ces années où j'ai eu la chance, toute cette année, où j'ai eu la chance d'être vraiment à côté d'un monstre politique. Faut se rappeler qu'en les années 2000, c'était quand même la personnalité politique préférée des Français. Ça a un peu changé évidemment, mais j'ai vu un monstre de travail et quelqu'un qui avait une vision extrêmement long terme. C'est-à-dire qu'on était dans les années 2002-2003 et on parlait des années 2020 dans ce cabinet. Et ça m'a énormément marqué. Donc ça m'a appris qu'il fallait avoir une vision long terme et bosser. Et quand on avait de l'ambition, de la patience et la force de travail, finalement, rien d'impossible. On comprend. Qu'est-ce que tu faisais plus particulièrement pour lui, puisque tu viens quand même de l'aspect marketing, concrètement, en 2002 Exactement, je viens de l'aspect com marketing, je gérais le site internet. D'accord. Voilà. Okay. J'étais en vrai, ça n'existe pas ce métier, j'étais une espèce de community manager à l'époque, sans les réseaux sociaux. Donc il y avait le site internet, il fallait mettre les news de la ville, de son travail dans la ville. Enfin voilà, j'ai géré le site internet. Voilà. Ok, donc ça c'est cette première expérience qui t'a appris la force du travail et la nécessité de travail justement pour pouvoir répondre à ses ambitions. Ouais, force de travail et surtout l'aspect très terrain. C'est-à-dire que c'est vraiment le propre des entrepreneurs, c'est beaucoup travailler et d'être le nez sur le terrain et les opérations, quoi. Comment il est, Emmanuel Valls, dans la vraie vie, quand tu le côtoies comme ça? Très sympa. Ouais. Et très sympa, très bienveillant. Il veut aider beaucoup de monde. Voilà, j'ai beaucoup apprécié cette année passée avec lui. Et voilà, il est quand même devenu Premier ministre, qui est le plus haut poste après le président, quoi. Et donc là, tu as cette première expérience qui te fait comprendre finalement l'enjeu du travail, des opérations, du concret, du terrain. Ensuite, j'ai vu ton parcours sur LinkedIn. Il y a d'autres étapes. On a parlé d'Alenis. Avant, il y en a eu d'autres Alors, avant d'Alenis, en fait, je suis arrivé, après les États-Unis et mes études, je suis arrivé en France et je voulais travailler dans des petites structures où j'avais l'occasion de faire beaucoup de choses parce que je n'avais pas envie d'être dans une case. Et j'ai travaillé dans une agence web où je vendais des sites internet à des petites PME parce qu'à l'époque, on était en 2005-2006 et personne... il y avait 1 million de PME à l'époque, toujours aujourd'hui je pense, qui étaient très peu équipés de sites internet, donc j'ai commencé par ça. Mais je vendais les sites internet et en même temps, très vite, j'ai commencé à avoir mon petit studio dédié dans cette agence-là où je gérais les développeurs et les graphistes. Donc finalement, j'avais à 25-26 ans une liberté de créativité, de business assez folle pour mon peu d'expérience, mais j'avais la confiance de mes patrons, ça s'est plutôt bien passé puisque j'y suis resté 2 ans, on est passé de 2 millions à 8 millions de chiffre d'affaires. J'ai géré des grands comptes. Là, c'est ta première en fait rencontre avec l'hypercroissance quelque part. Exactement, ouais. J'ai géré des comptes comme Palais Princier de Monaco, ce genre de choses. Donc c'est assez cool de faire des rendez-vous là-bas. Donc j'étais assez jeune et puis je suis remonté à Paris où j'ai travaillé dans une boîte qui faisait du online marketing. Il s'appelait Edencast. J'y suis resté 2 ans et cette boîte-là s'est faite racheter par Rentabiliweb à l'époque, qui était le fleuron web. Rentabiliweb, c'était l'espèce de... le mot holding ne doit pas convenir, mais enfin, c'était quand même un gros acteur à l'intérieur duquel étaient hébergés différents types d'activités. Exactement. L'activité principale, c'est la monétisation d'audience. Et quand tu dis ça, tu te dis il y a pas mal de façons de monétiser des audiences. Et à l'époque, ça faisait 150 millions d'euros, c'était beau pour une start-up à l'époque, c'est-à-dire il y a 10 ans. Coté en bourse, et avec un patron iconique qui était Jean-Baptiste Descroix-Vernier, donc le patron Dreadlocks.
télétravaillait à fond puisqu'il vivait sur une péniche aux Pays-Bas. Enfin voilà, c'était assez fun. Donc je suis chez Dentcast. Dentcast se fait racheter par Rentabiliweb. Et chez Rentabiliweb, j'y reste 2 ans et ça se passe plutôt bien. Je passe un été, tous les étés en fait, il y a un concours qui s'appelle le concours des ninjas à Rentabiliweb, c'est à l'époque. Et on doit pencher sur une thématique du groupe. Et à l'époque, il y avait une thématique de création de banque dans le bancaire ou quelque chose comme ça, assez nébuleux. Enfin voilà, il fallait se démerder pour gagner des iPads qui venaient de sortir. Donc évidemment, moi, je voulais absolument gagner. Et j'ai penché tout seul. Et en fait, il fallait faire des équipes de 4. Et puis j'ai chopé mes 3 potes chez Rentabiliweb. J'ai dit, vous voulez gagner un iPad? Ils m'ont fait ouais. Et puis on va gagner. Et puis on a gagné. Et en fait, on a commencé à regarder le milieu bancaire, du e-banking, la carte personnalisée, ce genre de choses. Et puis notre dossier a gagné. Et puis 2 mois après, on me dit de passer du 4e au 3e étage. Et là, je comprends qu'il y a un nouveau projet qui se lance et on me dit qu'il fallait travailler dessus avec le CTO, le directeur commercial, enfin avec tous les grands cadres de la société. Et on devait pencher sur un nouveau moyen de monétiser l'audience et l'audience des sites e-commerce, c'est-à-dire le processing bancaire, donc accepter la carte bancaire sur les sites internet, parce qu'à l'époque, les processeurs type BNP, etc., en gros, tu avais un super site internet et au moment de payer, on t'envoyait sur une page blanche avec un bouton gris. Donc, tu envoies la patate chaude à ta banque et ta banque n'était pas du tout friendly. Et nous, à l'époque, chez Rentabiliweb, on a dit ça, cette page blanche, il fallait la révolutionner pour mieux convertir. Donc, c'était vraiment la brique de paiement qui devenait marketing aussi. Et donc, du coup, on lance une entreprise dans Rentabiliweb qui s'appelle B2Bill. Et en un an, on passe de 4 personnes à 90 personnes, donc hyper-croissance. On processe 500 millions et puis un an tu plus racontes tard, ça 3 milliards. comme étant finalement une solution facile à mettre en place, mais c'est vraiment pas facile à mettre en place. B2Bill, je les connais très bien. Maintenant, il s'appelle Dalenis, mais à l'époque, c'était B2Bill. Ouais. C'est vrai qu'il faut gérer cette hypercroissance, mais il y a des agréments en fait. C'est un métier qui est hyper normé, contrôlé, réglementé. Exactement. Ça, c'était plutôt l'histoire de mon patron qui allait faire son dossier d'agrément à la Banque de France. Donc, il fallait être agréé AMF. Ils l'ont eu et puis on a pu accepter les cartes bancaires. Et à partir de ce moment-là, on a lancé le projet B2Bill qui a bien grossi et qui encore aujourd'hui existe et qui a changé de nom, qui s'appelle Dalenis et qui s'est fait racheter, je crois, il y a 2-3 ans par Natixis. Oui, voilà. Exactement. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? En 2 mots, 3 mots. J'ai beaucoup bossé l'aspect marketing et le back-office. Je retiens qu'on devait créer une solution très empathique. D'accord ? Il fallait parler aux e-commerçants et comprendre leurs besoins au niveau des paiements, comment l'installer. Donc, il fallait avoir une solution plutôt facile à installer, une solution friendly, c'est-à-dire ne plus envoyer sur une page blanche et envoyer sur une page aux couleurs de l'entreprise. Faire en sorte que le churn au paiement baisse, ça, il fallait créer une solution qui permet de maîtriser son 3DS. Donc, c'est à partir de ce moment-là où on parle de 3DS débrayable. Donc, tu choisis quand est-ce que tu dois activer ton 3DS. En fait, tu es rentré dans la mécanique, là. Je suis rentré dans la mécanique, c'est-à-dire que moi, je fais du marketing et à partir de là, je fais du processing bancaire. Et c'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi. Et à l'époque, Stripe se lance, Adyen se lance. Et je suis inspiré par toutes ces boîtes-là. Je les regarde, je commence à parler avec le langage d'un technicien banquier. Et ça, c'est très excitant. Voilà. Tu restes un peu moins de 3 ans.
dans ce poste, si j'en crois ton LinkedIn. Ensuite, tu passes chez Zipro. Alors Zipro, en fait, après Rentabiliweb, je lance ma propre boîte d'applications mobiles et pendant que mon développeur se code l'application qu'on avait en tête, on y reviendra, je suis contacté par l'ancien DG de B2B qui a quitté B2B pour lancer sa propre boîte avec un ami entrepreneur à lui qui est un monstre de l'entrepreneuriat, notamment pendant la bulle Internet. Il lance une imprimante 3D, d'accord. Donc, bon, alors là, je change complètement de monde. Et c'était l'époque où Kickstarter démarrait et il fallait lancer son produit sur Kickstarter. Et là, ils m'appellent et ils me disent bah voilà, on a un projet d'imprimante 3D, comment est-ce qu'on pourrait faire buzzer ça et faire plein de ventes dès le début, quoi. Et très vite, on a eu l'idée de. On m'appelle et très vite, on a eu l'idée de Kickstarter. Et là, le patron de la boîte, Philippe Gugelmetti, dit c'est une super idée. Il l'avait aussi. Et puis on bosse pendant un mois en France. Et pendant ce mois-là, on se dit mais en fait, le terrain, il est à San Francisco. Et là, je me rappelle qu'il prend des billets d'avion pour tout le monde. Il loue une maison et on part 3 mois lancer le Kickstarter et faire le Kickstarter à San Francisco. Et là, ça se passe bien, je crois. Ça se passe super bien. On lance donc Zipro sur Kickstarter et on fait quasiment 400 000 $, qui à l'époque de Kickstarter, où il y avait quand même. Ouais, c'est dans les top, c'était les top levées. les 10% des plus grosses levées sur Kickstarter. Le projet, in fine, Le projet revient en France, il lève de l'argent avec différents VC. Et puis évidemment, c'est un peu plus dur le hardware et il meurt quasiment 1 an et demi après avoir levé, je crois, 3 ou 4 millions d'euros. Ok, donc, bon, c'est une expérience hyper intéressante parce que ça apprend aussi que l'hypercroissance, c'est bien, mais il y a aussi, est une réalité, il y en a une autre qui c'est parfois que ça ne fonctionne pas. Et je pense que ça, c'est structurant dans une démarche professionnelle de savoir que tout ne fonctionne pas. Tout ne fonctionne pas et peu importe avec qui tu le fais. On a quand même fait cette boîte-là a quand même été faite par Philippe Guilmetti. Guilmetti, c'est dans les années 2000, il monte Integra. Integra, c'est 1500 personnes, market cap à, je crois, 2 milliards, plus jeune patron du SBF 120 à 34 ans. Après l'éclatement de la bulle, il revend 200 millions de dollars à Verizon. Enfin voilà, c'était quand même. C'est pas n'importe qui. Il y avait effectivement, même les meilleurs peuvent se tromper. Exactement. Ensuite, tu crées ta boîte. Ouais. Et là, on se rapproche vachement plus du retail, si je dis pas de bêtises. Complètement. C'est quoi? C'est une app Drive to Store. Exactement, c'est une app Drive to Store. En fait, déjà à cette époque-là, la première app s'appelle Hungry Now. Et en fait, elle permet de trouver ton fast-food dans le monde entier, ton fast-food préféré. Et en fait, la base de données qui est derrière est la meilleure pour trouver ces fast-food dans le monde entier. Et c'était même mieux que Google à l'époque. Parce qu'on avait développé notre propre algo et parfois même replacé des McDonald's, des Quick et des Flunch à la main sur Google Maps, quoi. Et ça, on l'a fait pendant des heures et des heures. Parce qu'une base de données, tu peux faire tous les algos que tu veux, mais à un moment donné, il faut la vérifier. Et parfois, il y a rien de plus rapide que faire à la mano, quoi. Donc, on lance Hungry Now. Et Hungry Now, en fait, c'est le premier étage de la fusée pour une application qui te permet de te faire livrer ton fast-food. Ok. Voilà, c'était mon idée, c'était de faire Deliveroo et Uber Eats il y a. C'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est ça. J'ai quitté en fait Rentabiliweb pour lancer cette boîte-là à l'époque pour faire la livraison de fast-food. Comment tu développes ça? Tu as des moyens? Alors, j'ai pas de moyens, j'avais juste un associé développeur et brillant développeur. Et on se lance comme ça en faisant d'abord une application Drive to Store parce que mon idée, peut-être candide à l'époque, c'était de dire si tu veux te faire livrer un fast-food, il faut d'abord savoir où est le fast-food, quoi. Voilà. Donc, on développe la base de données, on lance une application pour montrer où est ton fast-food préféré, pour connaître l'App Store, pour comprendre les différents algorithmes de classement, etc., etc. Et on lance Hungry Now et c'est un hit en fait. On s'aperçoit qu'il y a des dizaines de milliers de downloads dès les premiers jours et ça nous fait bien marrer. Et là, par
par manque d'expérience, donc manque de focus, on se dit c'est une application qui fonctionne trop bien, il faut continuer sur ce créneau-là. On oublie l'idée de départ et on s'engouffre dans quelque chose avec le recul où il ne fallait pas, mais on l'a fait quand même. Et ça, c'est une vraie erreur. On développe un spin-off de Hungry Now qui s'appelle Gazole Now, qui te permet de trouver ta station essence et de comparer les prix. Et c'était un hit. On l'a sorti, c'était un hit. Enfin, feature plusieurs fois par Apple, Microsoft à l'époque, Android. Et on fait des centaines, aujourd'hui c'est des millions de downloads parce que l'application existe encore. Récompensé dans tous les concours d'applications mobiles. Enfin voilà, c'était super, mais on a développé 2 applications en 2 ans, mais sans chiffre d'affaires, quoi. Ouais, c'est ça, le business model derrière, c'est quoi? Il n'y avait pas vraiment, donc voilà, on commence à dire, il y a un peu de trafic, on va aller vendre de la pub et ce genre de choses, mais on n'avait pas assez d'économies pour tenir, donc on a développé des super trucs pendant 2 ans. Notre seule richesse, entre guillemets, c'était les prix et les articles de presse qu'on faisait sur nous. Mais le business model n'existait pas, quoi. On n'avait pas le temps de le mettre en place. Donc ça, c'est une vraie erreur. Et alors, finalement, cette histoire, elle se termine et comment celle de la belle vie? Exactement. Elle se termine comment? Vous décidez que au bout de 3 ans, j'ai plus d'argent et de toute façon, je voulais vraiment monétiser ces applications mobiles d'une autre manière en développant une régie hyper locale. Voilà, certains l'ont fait avec brio depuis, mais j'avais, on peut pas dire cette vision-là, mais je sentais que le marché de la publicité en ligne cherchait des informations et du ciblage très local. Voilà. Et je voulais faire ça finalement. Mais on n'avait plus le temps de le faire et surtout plus les moyens. Et plus la même vision avec mon cofondateur qui voulait rester sur des applications mobiles ou moi je voulais repartir sur de la régie pub. Donc on s'est séparés. Moi je suis parti de l'entreprise et lui il a gardé les applications mobiles et il continue à les faire tourner aujourd'hui. Et donc l'un de mes investisseurs dans cette entreprise-là, donc ma première boîte, a une super idée qui est de se faire livrer les recettes de cuisine que tu vois sur Internet en moins d'1 heure. Voilà. Alors, se faire livrer les recettes, ça veut dire les ingrédients pour faire la recette. Les ingrédients. En fait, la food tech à l'époque, c'est quoi? 750 grammes, Marmiton et tous ces sites-là. Depuis des années, la food tech, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que c'est des sites de recettes de cuisine qui sont monétisés avec Google AdSense et un peu de sponsoring des grands producteurs de produits. Voilà. Et on se dit, il y a quand même d'autres choses à faire. Et surtout, ces recettes de cuisine-là, elles sont très frustrantes parce que soit tu vas chercher des recettes de cuisine qui sont adaptées avec ce que tu as dans ton frigo, d'accord, soit tu as une super recette, mais pour faire cette recette-là, il se passe 3 jours en vrai, parce qu'il faut aller chercher la bonne viande, il faut aller chercher la bonne épice, la bonne herbe, sélectionner les bons ingrédients. Donc en vrai, pour faire une recette italienne ou asiatique, il faut parfois une demi-journée, voire une journée de course, parce que tu vas courir à Paris les différentes épiceries. À côté de ça, tu as des services de livraison de courses complètement old school, qui sont faits par les retailers, voilà, Ushop, Auchan Direct, etc. Et ça fait 15 ans que ça existe, mais en vrai, l'expérience est complètement shitty. Tu te fais livrer que des produits industriels. Quand tu veux te faire livrer des fruits et légumes, c'est par pack d'1 kilo. Enfin voilà, il faut... et surtout, le minimum de commande, c'est 150, 180 € et livré 72 heures plus tard et même pas à l'heure. Voilà. Donc on se dit, il y a quand même quelque chose qui est bizarre dans tout ça, il y a un truc à faire. Et de toute façon, l'idée de se faire livrer ces recettes de cuisine, voilà, t'imagines un marmiton avec un bouton acheté sur chaque recette, c'est trop cool. Donc on se dit, on se lance sur ça. Voilà. Et moi, ça me plaît. Je vois que la food tech, la food, c'est un marché qui est hyper profond. On peut faire du cash day one. Moi, j'y vais. Et, ok, ça c'est l'idée de départ. Ouais. Pour la mettre en œuvre, ça impose quoi? Ça veut dire que vous stockiez les denrées alimentaires que vous allez vendre. C'est quoi l'idée? L'idée, au départ, on se lance en décembre 2014. Okay. En janvier 2015, on commence à coder, on commence à prendre les ingrédients des recettes de cuisine et à savoir les transformer en panier et à les faire matcher avec les bons produits qui sont sur les sites e-commerce.
Mais là, on se rend compte, encore une fois, qu'il n'y a aucun site e-commerce alimentaire qui est digne de ce nom. Donc, ça va être très compliqué au niveau de l'expérience client. On voit qu'il y a des boîtes qui ont essayé auparavant et qui n'ont jamais réussi, justement parce que le gros point de friction, c'était la logistique. Okay, et là, on est en janvier 2015 et on se dit, en fait, il va falloir qu'on fasse notre propre logistique si on veut faire les choses bien. Et évidemment, n'y connaissant rien, on l'a fait avec la banane. On s'est dit, c'est évident, il faut un entrepôt et mettre des produits et livrer, quoi. Et avant de lancer cette super idée qui est de livrer les recettes des cuisines, on se dit, il faut se tester sur la livraison de produits frais et de produits. On va commencer avec un petit inventaire de 200 ou 300 produits et on va livrer sur des moments de la journée. Comme ça, on va pouvoir travailler entre deux moments. Donc, les moments de la journée, c'est le petit déjeuner et l'apéro. Et on lance un site, et ceux qui m'écoutent peuvent peut-être s'en souvenir, le premier site de livraison de petit déjeuner, d'accord, sur Paris, qui s'appelle Miamtag. Et ça marche super bien. On lance ça en mars 2015. Donc, on prend l'entrepôt. Alors, attention, l'entrepôt, la belle étude géographique qu'on a fait, c'est-à-dire si on veut livrer dans Paris, le plus simple, c'est d'être au centre. Voilà. Donc, je prends mon vélo et je prends une carte et je fais le centre, c'est la Banque de France, c'est le Palais Royal et j'arrive rue Croix des Petits Champs, donc c'est la rue qui est vraiment... c'est la Banque de France. Ah ouais, je vois très bien. Et il y a un ancien fleuriste qui est en train de se casser, donc un 120 mètres carrés. Et j'ai dit, c'est super, on a trouvé notre local. Donc c'est un 120 mètres carrés. C'était 40 mètres carrés au rez-de-chaussée et 80 mètres carrés en sous-sol avec des jolies voûtes en pierre, très charmant pour faire une cave à vin. Et voilà. Donc là, vous avez fait votre local. On fait notre local. Et puis vous avez, pour le petit-déj, c'est quoi? Des baguettes, des croissants, croissants, saumon, un peu des œufs, voilà, des produits frais. Quelques fruits probablement. Des jus de fruits, des jus d'orange qu'on faisait nous-mêmes avec notre donc vous stockez tout ça et là, vous allez chercher les premières commandes. On va chercher les premières commandes. Et la première commande, globalement, comment vous les livrez, les premières commandes? Alors, les premières commandes... vous allez mieux pas que ce soit Porte d'Italie que... Non, les premières commandes... Alors, attention... Pendant une semaine, on livre les 3 arrondissements qui sont autour, donc 1, 2, 3 et 9 aussi, donc 4. Et on livre en scooter, donc on achète des scooters, on embauche des livreurs et on livre tout simplement en scooter avec un top case comme des pizzas, quoi. Ok, et ça fonctionne. Et le soir, rebelote pour l'apéro. Exactement. Vous livrez les bouteilles d'alcool et les gâteaux d'apéro. C'est ça, le saucisson, jambon serrano. Tout ce qui va bien. Et là, il y a un peu de traction. Il y a la traction qui se fait bien. On a lancé le truc. De toute façon, on achetait des croissants, des produits frais le matin et on n'allait pas les jeter, quoi. Donc, au lieu de les vendre, on les donnait. Donc, on a appelé tous nos potes dans les boîtes. Je me rappelle, il y avait des boîtes comme Microsoft d'ailleurs. Et on disait, on te donne l'apéro ou le petit déjeuner, d'accord, et ce qu'on veut derrière, c'est quelques tweets d'employés et le tweet du community manager sur le site de la boîte. Et trouve ça trop cool et on a commencé à lancer le truc comme ça. Donc du coup, on a arrosé tout le monde la semaine et le week-end, les employés commandaient. Et puis petit à petit, on a arrêté de donner et on a eu des commandes, des vraies commandes. Et on vendait à nos amis. Je me rappelle, j'étais sur Messenger partout. Ouais, tu veux pas un petit déjeuner? Tu veux pas un apéro? Vas-y, c'est trop bien. Et de toute façon, on faisait pas du tout gaffe au PNL, donc on blindait les sacs, quoi. Enfin, franchement, pour 20 balles, c'était magnifique, quoi. Ça fonctionne. Au bout d'un an, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça fonctionne et c'est pas au bout d'un an. Donc, on est en mars 2015 et en avril-mai, on fait déjà 20 000 euros par mois. Tu vois, au bout de 2 mois, c'est pas mal. Et là, avec mon associé, on se dit, on n'a pas fait tout ça pour être une boîte de livraison d'apéro et de petits déjeuner. Nous, notre truc, c'est quand même de connecter les recettes de cuisine. Et donc, du coup, en juin 2015, on lance le 2e étage de la fusée qui est, on arrête les temps forts de la journée et maintenant, on va livrer les produits frais et les courses. Et on lance un site qui s'appelle labellevie.com. Et là, il est né et on
On va rentrer dans sa création et comment elle fonctionne un peu après, avant qu'on rentre justement, comme je le disais en introduction, dans le détail de comment vous avez fait pour aller continuer cette histoire qui a commencé avec les petits-déj et les apéros. J'adore cette histoire. Pour livrer d'abord des recettes, puis des courses, puis aujourd'hui l'ensemble des courses, 15 000 références. Et qu'on comprenne bien tout ça. Donc, merci pour cette présentation. On voit bien que tu es un entrepreneur né et que tout n'a pas toujours été facile, et ce qui est probablement inscrit est une force pour toi pour aujourd'hui développer la belle vie. Avant qu'on parle vraiment de cette proposition de valeur, j'aimerais bien qu'on prenne un peu de hauteur et qu'on parle du marché de la distribution alimentaire. Aujourd'hui, on voit bien que beaucoup de choses changent. Il y a des nouveaux entrants, la belle vie. Je ne vais pas citer d'autres concurrents. Mais il y en a trop, ça. Il y en a pas trop. Il y a les acteurs traditionnels qui essayent, eux aussi, tant bien que mal, de réorienter cette proposition de livraison express. Et puis aussi, on a les consommateurs qui veulent plus tout à fait consommer exactement la même chose. Alors, c'était des tendances qui existaient il y a déjà quelques années, qui se sont vues accélérer en 2020 avec le Covid. Bref, j'ai l'impression qu'on est vraiment à un tournant majeur en France dans la distribution alimentaire, qu'on réinvente beaucoup de choses. J'aimerais avoir ton sentiment sur ça, sur ce contexte un peu de la distribution alimentaire. De toute façon, nous, on l'a toujours senti. C'est-à-dire que quand tu écoutes notre histoire en 2015, on s'aperçoit que le e-commerce alimentaire est quelque chose de très mal adressé. Et on peut avoir des milliards en banque, et même s'appeler Amazon, on ne réussit pas, notamment en France. Donc on l'a toujours senti que ce moment qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire cette transformation accélérée, allait arriver. On a commencé comme du Q-commerce, on l'a fait en 2015 en vrai, on livrait en 30 minutes les apéros. Q-commerce, voilà. Donc pour quick commerce, la livraison ultra rapide. Mais comment tu perçois vraiment les besoins, les attentes des consommateurs, ces évolutions entre 2015 et 2021 Voilà, il y a le turning point qui est 2020. Avant, il y avait des choses. Aujourd'hui, en 2021, quels sont les constats que tu portes, tu poses, qu'est-ce que tu vois ? En fait, le retail classique doit évoluer parce que la société, et notamment les urbains, le Q-commerce marche bien dans les grandes villes, a changé. C'est-à-dire qu'il y a 30 ou 40 ans, les supermarchés et les hypermarchés ont été créés pour faciliter et faire gagner du temps. Parce que dans un centre commercial, dans une surface de vente, il y avait tout ce dont tu avais besoin. D'accord ? Et en même temps, ça faisait la sortie avec les enfants et en famille. Dans les hypermarchés, on a mis le boucher, le primeur, qui finalement a tué le boucher et le primeur du coin, pour beaucoup. Okay ? Donc ça, c'est il y a 40 ans. Mais la société a évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail et l'entertainment a pris le pas sur une expérience de course qui est restée extrêmement vieillotte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vis à Paris et dans les grandes villes, tu as ton téléphone portable. Le soir, quand tu rentres, tu veux t'occuper de tes enfants. Tu ne veux plus aller faire les courses, tu travailles parce que tu ramènes ton travail avec ton ordinateur portable et ton téléphone. Tout l'Internet a permis d'avoir l'entertainment tout le temps à la maison, c'est-à-dire Netflix, Twitch, YouTube, les chats pour discuter avec tes amis. Donc finalement, tout ton temps libre est grignoté par ces choses-là, d'accord ? Et le temps pour faire ses courses est devenu plus faible. Tu veux dire, en fait, on va remettre les priorités un peu autrement. Exactement. Et les IPA supermarchés ont été créés pour nous faire gagner du temps, mais aujourd'hui, ils nous font perdre du temps. D'accord ? Et qu'est-ce qui fait gagner du temps aujourd'hui ? Ça va être l'expérience digitale. C'est-à-dire, c'est d'avoir les mêmes expériences en hypermarché et en supermarché, mais depuis ton téléphone ou ton ordinateur portable, pour derrière profiter de ces moments de vie et avoir son entertainment. Okay ? Et je parle vraiment dans le milieu urbain. Le temps pour faire ses courses, c'est terminé. L'expérience des courses et plus personne veut faire ça. D'accord ? Donc le retail physique est en train de changer. Il est en train de changer en proposant des expériences. Et là,
il y a tout un working process qui est en train d'être fait. C'est-à-dire qu'ils sont en train de chercher la bonne formule pour attirer les clients. Et le client doit avoir du plaisir dans le magasin. Il y a de la découverte, il y a des animations, etc., etc. Mais encore aujourd'hui, personne n'a trouvé la bonne formule parce que finalement, entre choisir d'aller faire ses courses pendant 3 heures au supermarché ou à l'hypermarché ou bien se faire livrer ses courses en 15 minutes ou 1 heure, le choix il est vite fait pour les Parisiens, surtout en termes de prix. Donc, le retail. Tu veux dire en termes de prix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en ligne, tu retrouves une offre qui est similaire à celle que tu retrouves en supermarché. Exactement. Au niveau du prix. Exactement. Donc, le retail physique est en train de muter et le retail en ligne, finalement, il n'a jamais démarré. Il n'a jamais démarré parce que ça a toujours été la business unit un peu paumée chez les retailers. On n'y a jamais vraiment cru, ça n'a jamais explosé. Voilà, c'est simple. Chaque gros retailer avait sa business unit du retail, livraison alimentaire, et ça faisait 100 millions d'euros par an. Et c'est comme ça depuis 10 ans. Tu es d'accord pour dire que les choses ont quand même vachement changé. On parle beaucoup plus d'omnicanalité et que les canaux de distribution sont en train de se croiser. Les canaux de distribution sont en train de se croiser, d'accord. Mais aujourd'hui, la croissance du e-commerce alimentaire, elle ne se fait pas sur les expériences de livraison, mais sur le drive. Voilà. Aujourd'hui, ce qui va tirer le chiffre du commerce alimentaire électronique, c'est le drive. D'accord ? C'est encore la dernière étape de sous-traitance de livraison. D'accord ? Parce qu'en vrai, ce qui faisait la livraison entre un point et un point B, entre tes courses et chez toi, c'était toi avant, et tu mettais ta voiture sur l'hypermarché ou le supermarché. Et puis il y a eu le drive. D'accord ? Mais ces courses-là, tu dois aller les chercher au drive et quelqu'un fait tes courses à ta place dans un entrepôt. D'accord ? Mais l'expérience ultime, d'accord, celle qui permet de rester chez toi, profiter de tes enfants ou faire ce que tu as envie, d'accord, c'est la livraison. C'est l'expérience ultime. Les courses, maintenant, offline, comme elles sont adressées, plus personne n'a envie de le faire. Maintenant, on préfère rester à la maison, cliquer sur son téléphone et se faire livrer ses courses. C'est ça l'expérience ultime. C'est la meilleure expérience possible. Tu préfères enregistrer un podcast ou aller faire tes courses. Tu préfères rester chez toi, discuter avec des mecs sympas et les enregistrer qu'aller faire tes courses. C'est évident. D'accord ? Donc l'expérience de livraison, c'est l'expérience ultime du retail aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est selon toi, finalement, la cible vers laquelle il faut se diriger, car c'est là où la demande se trouve. Exactement. La demande se trouve sur la livraison. Et sur le offline, il y a une transformation des surfaces qui doit se faire, c'est-à-dire procurer plus de plaisir. D'accord ? Ce plaisir-là, c'est ce qu'on avait il y a 30 ou 40 ans quand on rentrait dans ces grandes surfaces-là. Et ce plaisir-là a disparu. D'accord ? Alors attends, mais moi je vais venir compléter finalement tes propos, enfin plutôt en te posant des questions. On parle de la distribution, la grande distribution alimentaire avec toutes les enseignes qu'on voit, même en centre-ville. Il y a d'autres commerces qui existent en centre-ville, des commerces alimentaires, des boucheries, des poissonneries, des primeurs, qui proposent peut-être en fait une expérience un peu différente. Exactement. Je vais te dire où elles font la différence, parce que quand tu parles à ces clients-là, d'accord, ils ont quelque chose de super important quand ils vont chez le primeur ou le poissonnier du coin, d'accord, c'est cette relation client. On va chez son poissonnier, d'accord, en bas, évidemment parce qu'on a envie de poisson, mais aussi parce que son poissonnier, en général, quand tu as un client que tu vois souvent, tu commences à le connaître. Tu sais que tel client préfère tu sais en fait que tu es reçu, tu n'es pas un numéro, tu n'es pas quelqu'un qui passe dans la rue qui dit tiens, ce lien social-là ne disparaîtra jamais. D'accord ? Et ce lien social a peut-être disparu de chez les retailers. Mais il n'a jamais vraiment existé, en fait. Tu ne peux pas avoir ce genre de relation dans un hypermarché ou dans un supermarché, tu es d'accord ? Au début, c'était la promesse. Tu avais ton fromager, tu avais ton boucher, etc. Mais bien sûr, mais tu n'avais pas cette relation. Il y a un flux. Maintenant, c'est terminé. C'est-à-dire que cette relation-là... Et ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'on y reviendra sur justement comment vous, à la belle vie... Un retailer est à la base un épicier. Oui. C'est un épicier. Un épicier, c'est quelqu'un qui connaît ses clients, qui sait lui vendre le bon produit, qui va dire « Ah, bonjour Madame Michu, vous voulez votre petit saumon de la dernière fois, il était super bon, je viens de le recevoir ce matin, il est super frais. »
Mais du coup, Voilà. Ça, avant c'est qu'on ne super. passe sur justement comment vous faites à labellevie.com, le consommateur aujourd'hui, il est assez friand en 2021 de cette expérience qu'il peut avoir en centre-ville. On parlait beaucoup, et tu le disais il y a 40 ans, des hypermarchés qui vident les centres-villes, des petits commerces, puisqu'ils proposent tout en un seul et même endroit. On l'a entendu longtemps, cet argument-là. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on entend finalement peut-être quelque chose de différent avec des consommateurs qui sont prêts à aller dépenser leur argent chez les petits commerces en bas de chez eux. Tu partages Je partage parce qu'en fait, ce qu'on a perdu avec les grands retailers, c'est la confiance. C'est-à-dire que on va chez notre primeur du coin parce qu'il sait qu'il va aller chercher cette petite patate de Seine-et-Marne, etc. Pendant 20 ans, la grande distribution nous a abreuvés et servi que des produits industriels et parfois dangereux pour notre santé. Donc il y a une vraie cassure de confiance avec le retail. C'est pour ça que tous les retailers, Carrefour, Auchan, Système U, etc., aujourd'hui investissent à fond dans la communication et dans la relation avec les petits producteurs locaux, avec le français, etc., pour regagner cette confiance-là. Il y a une vraie distance entre le retail aujourd'hui et les produits industriels. Et même les industriels aujourd'hui comprennent ça. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai, on vous a servi une soupe complètement mauvaise pendant 20 ans, maintenant on va essayer de se racheter. Okay. Mais cette relation de confiance, ben, elle est complètement ternie et ça a permis de faire un shift vers ceux en qui tu as un peu plus confiance, c'est-à-dire ton voisin d'en bas, ton petit poissonnier, ton petit primeur, etc., qui eux jouent la carte transparence. Mon petit poisson, il vient du pêcheur pêcher ce matin, c'est français, c'est bio, c'est local, c'est pas nourri avec de la merde, etc. etc., etc. Okay. Et ça, ça fait que nos poissonniers, nos épiciers d'en bas, ils revivent, et tant mieux, parce qu'ils ont compris l'essentiel, c'est-à-dire que l'honnêteté, la confiance et la connaissance client, ça doit être ça qui doit être au cœur du retail aujourd'hui. Alors, attends, merci beaucoup pour ce constat en fait et ce contexte marché. Et effectivement, c'est toujours intéressant d'entendre un professionnel nous expliquer un petit peu les choses en mouvement et on comprend bien qu'effectivement la grande distribution, les retailers traditionnels se réinventent et ils comprennent qu'il y a des choses qui ont changé. Les consommateurs ne veulent plus qu'on lui serve la même soupe et puis il a besoin de transparence, d'authenticité, de durabilité, et puis tu le disais finalement d'une expérience ultime puisque son mode de vie aujourd'hui est différent, qui est celle donc de la livraison, de se dire je veux consacrer mon temps disponible à des choses à forte valeur ajoutée pour moi, consommateur, c'est-à-dire en n'étant pas consommateur justement, du temps de famille, du temps de sport, de culture, d'entertainment, comme tu le disais tout à l'heure. Ça, c'est quelque part l'ensemble des éléments de marché avec lesquels vous allez composer, vous, La Belle Vie, votre recette. Ouais. Vous allez défendre vous allez construire, et vous avez construit une proposition de valeur qui va aller, tu parlais de recettes tout à l'heure, je fais exprès le parallèle, vous allez comprendre tout ça pour construire quelque chose de singulier. J'ai l'impression que la singularité, et dis-moi si je me trompe, c'est justement cette promesse d'avoir un hyper, parce que 15 000 références, c'est à peu près celle d'un hyper, disponible à 1 heure de chez toi. Enfin, à 1 heure chez toi. Voilà. Pas de chez toi. Dans 1 heure, c'est chez toi. C'est une promesse qui est hyper forte. Avant qu'on y arrive, je reviens justement sur l'histoire que tu racontais tout à l'heure. Donc, vous lancez La Belle Vie, les histoires de denrées pour les recettes. Très brièvement, comment vous faites là? Parce qu'il faut stocker de la viande, du poisson, des épices, des fruits, des légumes. T'es plus chez ton petit fleuriste de la rue de la Banque. Comment ça se passe? On y reste quand même 2 ans et demi dans ce petit 120 mètres carrés. Je t'avoue qu'on l'a fait exploser. Et les voisins doivent me haïr. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Très concrètement, tu sais, tu as besoin de mettre des produits frais au frais, tu achètes des frigos et tu les mets au frais. Tu as besoin de mettre des produits frais à différentes températures, tu achètes plusieurs frigos et tu mets plusieurs températures. Comment tu te sources?
Où est-ce que tu vas aller chercher tous ces produits? Parce que tu me parlais tout à l'heure, c'est très important. le sourcing, c'est super important. Est-ce que tu vas les sourcer auprès des mêmes, des mêmes fournisseurs que la grande distrib? Est-ce que tu choisis un autre chemin? Comment tu fais? C'est un chemin évidemment, on avait une partie du catalogue de produits de grande consommation, tu vois, des packs d'eau, etc., etc. Donc là, il faut chercher une centrale d'achat qui peut t'accompagner. Et on l'a trouvé assez rapidement, on a eu de la chance. Et après, sur les produits frais, sur les produits artisanaux, etc., il y a... Tu vas voir le commerçant du coin ou pas? Alors, c'est très simple. En fait, déjà sur la boulangerie, Benjamin Turquier, avec qui on travaille encore aujourd'hui, c'est un boulanger qui a une très grosse boulangerie dans le Marais. Écoute, on cherchait une vraie baguette, là, tu sais, la vraie baguette parisienne, un peu fine, bien croquante, avec des bulles à l'intérieur, etc. Et on avait bien aimé la sienne. Voilà, on est parti le voir. On dit, écoute, tu fais une des meilleures baguettes de Paris. Est-ce que tu voudrais nous fournir? Il a dit oui. Pareil pour son croissant, son pain chocolat. Et puis, on est très fidèle avec nos fournisseurs. Donc, on continue à travailler aujourd'hui. Et après, sur d'autres produits, on va chez nos concurrents, très simplement. On achète, on goûte et on regarde l'étiquette. Et on appelle. Voilà. Donc, tu vas directement auprès du producteur? Je vais directement auprès de son revendeur. De son revendeur. Et puis après, je vais chez le producteur. Ouais. Ok. Voilà. Donc ça, vous faites votre... tu disais il y avait 200 produits au départ, 200 produits en mars, 2000 produits en juin. Okay. D'accord. Et vous êtes tous les deux à sourcer tout ça à deux, vous le faites on est trois. Avec, je crois que la personne la plus connue de nos clients, Aurélie de La Belle Vie. Okay. Voilà. Vous faites ce sourcing, donc le catalogue s'étoffe considérablement. Quand on étoffe le catalogue, on a besoin aussi derrière de trouver des clients. Oui. Parce qu'il y a aussi une capacité de stockage, et puis il faut que ça tourne, et puis il y a les dates de péremption qui arrivent. Donc c'est quand même des aspects. Tout ça, on l'apprend. Donc depuis, nous, on vient de la tech, et day one, on a décidé de développer nous-mêmes ce qu'on appelle le Warehouse Management System, c'est-à-dire le logiciel qui va gérer la vie. Le WMS, quoi. Qui va gérer la vie de tout ce qui se passe dans notre entrepôt. Donc, petit à petit, on le développe, et à chaque fois qu'on avait des problématiques, on avait ce réflexe de se dire, est-ce qu'on peut le processer ou le digitaliser? Donc, les denrées sont gérées via algorithme aujourd'hui. Les commandes sont gérées par notre système. Mais au début, vous n'étiez pas avec cette... Si, dès le départ, au début, on a fait beaucoup de pertes de denrées, mais à chaque fois qu'on avait une grosse perte, en fait, on avait une... La start-up, en fait, on démarre avec une grosse boule d'argile qui ressemble à rien du tout, d'accord ? Et au début, tu enlèves des gros bouts d'argile, d'accord ? Et petit à petit, tu commences à affiner, d'accord, pour faire ton œuvre d'art. Et nous, on a commencé par ça, c'est-à-dire que on jette beaucoup de viande. Voilà. Comment est-ce qu'on peut jeter moins de viande ? Il faut commander le juste volume, la bonne DLC, etc. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? On va créer ces algorithmes, on va créer ces arbres de décision sur notre logiciel. Vous mettez combien de temps pour créer ça ? On crée encore ça, c'est-à-dire c'est jamais fini. Mais à partir quel moment, entre le moment où vous le créez et le moment où c'est opérationnel, il se passe combien de temps ? C'est quoi ? 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an ? Il se passe... ça arrive très vite. Ça arrive très vite. En fait, on a déjà 2 développeurs et des boutasses. Et puis voilà, au début, on crée les interfaces. Parce que ce qui est le corollaire de ça, c'est les commandes. Ouais. Et les commandes, comment vous faites pour les obtenir ? En fait, on a scindé l'équipe en deux, c'est-à-dire l'équipe Strat et Product, qui était gérée par mon associé, et les équipes opérationnelles, le terrain que je gérais. Et là... c'est là où c'est toute la beauté de l'entreprise, et je conseille vraiment d'entreprendre à plusieurs. Chacun est dans son space, on communique. Lui, il est là pour m'aider avec des logiciels et des petits des process qui vont m'aider à améliorer les opérations. Et moi, je remonte tout ce qui ne se passe pas bien aux opérations vers le product. Et voilà, ce mariage et ce lien très fort entre le terrain et la tech
a fait qu'on arrive à développer un produit aujourd'hui qui est très performant et qui est capable de gérer 15 000 produits. Non, mais très bien. Mais toi, comment tu fais pour recruter tes premiers clients? Ah, mais mes premiers clients, je te l'ai dit, c'est-à-dire que... J'ai compris, pour l'apéro et, Ouais. le petit-déj. Après, tu as tes recettes. Tu utilises ta base client. Comment tu fais? Est-ce que tu sais... Ah non, mais c'est très simple. Au début, ton produit, il doit avoir une croissance organique et en bouche à oreille. C'est-à-dire que si tu as... C'est ce que je voulais t'entendre dire. C'est important. Quand tu es en consumer, donc tu t'adresses à tout le mainstream, à toute la population. Déjà, si ton produit ne parle pas de lui-même, d'accord, continue à le travailler. Et donc, il n'a pas bien trouvé sa place dans l'univers de la consommation. Nous, on est arrivé sur un sweet spot qui est te faire livrer tes courses en 1 heure. Personne ne faisait ça. Personne ne livrait autant de fruits et légumes à l'époque aussi rapidement que nous. Voilà. Donc petit à petit, le bouche à oreille se fait. Et c'est D'accord. comme ça que vous avez acquis de nouveaux clients et qu'ils ont probablement aimé l'expérience, ils sont Exactement. fidèles. Il doit y avoir un taux de repeat. Il y a un taux de repeat qui est super important. Tu parles avec eux parce qu'au début, tu as 10 clients, 20 clients, 30 clients. Tu prends le temps de les appeler, tu tires la pelote, le laine et tu te dis, bah là, vous voulez quoi d'autre? Ah, ce serait bien de mettre une boulangerie, d'avoir les croissants, d'avoir les machins, d'avoir du paleron sur votre viande. Ah, est-ce que vous pouvez mettre un peu plus de gingembre, etc. Tu ne dois jamais te déconnecter de ton client. Donc en fait, c'est avec eux, vous faites une co-construction quelque part. C'est exactement ça. Vous inspirez des retours pour pouvoir améliorer le produit. Et c'est le métier d'épicier. En fait, on n'invente rien du tout. Non, mais vous l'exécutez. Ouais. C'est ce qu'on se disait avant qu'on commence l'enregistrement. L'exécution, c'est clé. Vous n'avez pas à réinventer la distribution alimentaire. Non. Vous l'exécutez selon un cahier des charges qui est peut-être différent de la concurrence, mais qui est le vôtre, et vous y restez fidèle. Aujourd'hui, la belle vie, donne-moi quelques chiffres. Aujourd'hui, la belle vie, ce n'est plus 10 000 livraisons semaine, mais c'est 15 000. Voilà. C'est une entreprise de 550 salariés. Il faut que tu changes ton site internet. Ouais. C'est vrai. 550 salariés, on sera dans les environs de 1000 d'ici la fin de l'année. On est une entreprise qui va faire en termes de chiffre d'affaires cette année, et je parle beaucoup de chiffre d'affaires parce que je trouve que c'est important, notamment dans le retail. Parce que ça prouve aussi que ton produit est aimé et adopté. Donc, on va finir l'année pas loin des 80 millions de chiffre d'affaires, ce qui nous met presque au niveau de tous les acteurs historiques en termes de livraison à domicile en Ile-de-France. Donc, oui, parce que alors, la zone de jeu pour vous, Ile-de-France. 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 On parlera du déploiement. Donc, attends, tu dis plus de 500 personnes, 1000 à la fin de l'année. Ouais. Là-dessus, j'ai plein de questions. En fait, on a parlé du sourcing, donc on a compris comment vous le faisiez. J'imagine que vous avez un petit peu professionnalisé tout ça, mais on est toujours dans le même concept. À Paris, aujourd'hui, vous avez combien d'entrepôts? Vous n'êtes plus avec votre 120 mètres carrés, bien sûr, on l'a compris. Il y a combien d'entrepôts? Aujourd'hui, il y a 2 entrepôts de 1500 mètres carrés, donc il y a 3000 entrepôts de 3000 mètres carrés de surface. Et d'ici la fin d'année, il y en aura 6. Donc là, à partir de juillet, j'en ouvre un quasiment tous les mois. Ils sont situés aux extrêmes de Paris, aux portes? Aujourd'hui, dans Paris. On a 6 ans de data sur nos clients, d'accord, et on est capable d'ouvrir l'entrepôt qu'il faut au bon endroit avec la bonne typologie de produits. Ok. Donc, ces entrepôts, ils peuvent gérer du frais, ils peuvent gérer... C'est le même dogme aujourd'hui qui existait en juin 2015, sauf que les frigos sont plus grands et les étagères sont plus grandes. Ouais. Est-ce que tu es à l'aise avec le mot de dark store? Bien sûr. En fait, le dark store, c'est un mot que j'utilisais en 2017-2018. Donc, je suis très à l'aise avec ça. Et on a complètement... c'est juste qu'on n'avait pas d'agence de communication à l'époque parce qu'on était occupé à mettre les courgettes dans les sacs. Mais là, tu as 15 000 références dans 1500 mètres carrés. Exactement. Ok, c'est super optimisé. C'est super optimisé, c'est très dense. Et quand je dis optimisé, c'est déjà dans l'espace, c'est aussi dans le rythme des livraisons avec les 200 fournisseurs qu'on a aujourd'hui. On travaille 24/24, 7 jours sur 7. Voilà, c'est une boîte qui ne s'arrête jamais. Les livreurs, ce sont vos livreurs, ce sont des prestataires de services. Comment ça fonctionne? Alors, la livraison? Il faut comprendre qu'on a commencé il y a 6 ans, donc
le business de la livraison a explosé en même temps que nous et Uber Eats et Deliveroo, etc. etc. Donc, et l'époque était différente il y a 6 ans, c'est-à-dire que avoir des auto-entrepreneurs et des sociétés de livraison, c'était normal et il fallait le faire il y a 6 ans. Aujourd'hui, ça change. Donc aujourd'hui, la seule chose aujourd'hui qui n'est pas internalisée, c'est le service de livraison. Donc on travaille avec des sociétés de livraison, comme beaucoup d'ailleurs. Mhm. Mais là, dans 10 mois, on aura notre propre service de livraison. On est en train d'y travailler. Donc je suis en train de créer une autre boîte dans la boîte actuellement. Et je suis en train de créer ce service de livraison-là pour garder la même qualité qu'on a, parce qu'on a un service de livraison j'ai l'impression, qui est loué pour sa qualité. Et on va ne faire que l'améliorer. Et voilà, je suis très content de retrousser les manches et de me lancer là-dedans. Quel est dans le process, le workflow, les étapes qui sont décris-nous, enfin on les imagine, mais décris-nous un peu comment ça fonctionne chez vous et là où c'est le plus critique. Le client constitue son panier, il passe par le checkout. Tu utilises de Lenis? Non, Stripe. Tu reçois. Ça fait beaucoup rire. Tu reçois ils ont dû être commercialement plus performants. Tu reçois la commande dans ton back-office. Comment ça fonctionne après? Parce qu'une fois encore, je voudrais qu'on comprenne bien l'enjeu opérationnel pour vous. Je prends, tu vois, moi j'ai 3 enfants. Faire un plein, on va dire, je sais pas, c'est 200 € dans la semaine. Ça représente un certain nombre Très simplement. de produits. Donc 200 €, je le sais, pour aller dans un hypermarché. Je sais ce que ça représente en volume dans un caddie et faire le pick-up dans les rayons. Alors que je connais par cœur l'hypermarché. Je mets plus d'1 heure à l'intérieur de l'hypermarché pour aller chercher mes trucs. Donc je suis forcément pas efficace. Je voudrais bien qu'on comprenne comment ça fonctionne pour que, en l'espace d'1 heure, après la validation de la commande, il y ait le pick-up qui soit fait, la préparation de commande, c'est-à-dire dans des caisses, des sacs, je ne sais pas comment vous faites pour la livraison, le livreur qui réceptionne ça, qui le transporte jusqu'à chez toi. Alors, au moment où tu fais check-out, donc tu fais une commande d'environ 25-30 articles, voilà, c'est la moyenne aujourd'hui. C'est quoi le panier moyen? C'est 90 €. 90. Voilà. Okay. Donc je ne suis pas du tout dans la moyenne, si je te dis. Non, pas du tout. En fait, tu vas venir chez moi et tu vas plus remplir ton caddie, tu vas remplir des semi-caddies et tu vas commander plus souvent. Ok. Voilà. Et au final... Pourquoi, en fait? En fait, tu vas plus acheter des fruits et légumes que tu vas jeter. Tu vas acheter ce dont tu as besoin, d'accord, pour les 2 ou 3 prochains jours et non plus pour les 7 prochains jours. Okay. Parce que quand tu es à l'hypermarché, au supermarché, tu y restes 1h30, mais tu n'as plus envie d'y retourner, quoi, avant au moins une semaine. Par contre, la belle vie, tu vas voir que le minimum de commandes, c'est 25 € et si tu oublies, c'est pas grave, d'accord? Et tu vas pouvoir commander 24 heures sur 24. Ça veut dire, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que pour 25 € de commande minimum, la livraison est gratuite? 3,90 jusqu'à 40 €. Et à partir de 40 €, c'est gratuit. Donc pour l'immense majorité des gens, c'est gratuit, puisque le panier moyen est à 90 €. Exactement. Ok, donc je t'ai coupé. Continue dans le process. Donc on reçoit cette commande de 30 articles. Ces 30 articles arrivent sur notre tableau de commande, d'accord? Et tes 30 articles, ils sont dispatchés dans tout le centre, évidemment. Ok. Et à partir de là, il y a entre 3 et 5 personnes qui vont faire ta commande. Donc ils ont concrètement, les piqueurs, ils ont quoi? Un PDA, attaché au bras avec la commande et les articles que eux doivent aller chercher. Exactement. Le système va leur dire quel article aller chercher, d'accord? Donc ta commande va être préparée par entre 3 et 5 personnes. Ça dépend des heures, ça dépend du centre, etc. Cette commande-là est préparée entre 4 et 6 minutes, ok? Et donc, le piqueur, il met ça dans un sac directement, dans un caddie. Il met ça dans un sac. Il met ça dans un sac directement. Et à la fin, quand chaque piqueur a fini sa partie de commande, ils vont les mettre sur une étagère. Et cette étagère-là va servir d'étagère d'attente avant les expéditions. Voilà. Comment les piqueurs, la répartition est faite entre les piqueurs? Est-ce qu'il y en a qui sont pour, je sais pas, le lourd, tout ce qui est lait, eau, soda? C'est une très bonne question. En fait, nous, on arrive à scorer nos piqueurs, c'est-à-dire qu'on sait si tel piqueur est bon sur telle ou telle zone, d'accord?
Et quand ils arrivent le matin ou l'après-midi, ils sont automatiquement mis sur la zone où ils sont performants, d'accord, et où ils se sentent à l'aise. Ok, donc ça, ils sont à l'aise dans une zone. Donc les piqueurs sont attachés à une zone. Oui. C'est-à-dire Plusieurs zones même, parce qu'ils changent pour les diversifier, pour pas qu'ils s'ennuient. D'accord. Mais a priori, le piqueur qui reçoit une commande, celui qui est rattaché au soda, bière, à autres bouteilles, il ne va pas, s'il est rattaché à ça, aller préparer les légumes. Non, exactement, il ne va pas préparer les légumes, effectivement. Et c'est vraiment ces différentes zones. On peut avoir entre 3 et 15 zones dans un entrepôt. Voilà, ça va dépendre du moment, du temps. Et ça, c'est complètement modulable et modulable automatiquement. Donc en 5 minutes, 4-5 minutes, c'est ça? Entre 4 et 6 minutes. Entre 4 et 6 minutes, 30 articles. Voilà, la commande est préparée. Les sacs, donc s'il y a 3 personnes qui ont préparé la commande, il y a 3 sacs posés sur une étagère pour ta commande. Et après, consolidation, c'est-à-dire qu'on peut passer 3 sacs à 2 sacs. Et puis après... Donc là, il y a des personnes qui consolident. Ouais. Et le livre, donc on va attendre que le livreur vienne. Le livreur, il prend des sacs. Le livreur, il prend des sacs, d'accord. Donc, avant ça, il y a une étape qui est l'étape d'expédition, où le système va dire à telle ou telle commande en fait, on va regrouper les commandes qui sont au même endroit, c'est-à-dire qu'on va dépêcher un livreur, par exemple, dans le 17e, où il va livrer 3, 4, 5, 6 clients, d'accord. Donc, le système va grouper ces commandes-là, ok. Et le livreur, quand il arrive sur le quai, il ne sait pas où est-ce qu'il va aller. On va lui mettre ses sacs dans son top case, dans son coffre, whatever. Et, parce que les modes de livraison, ils sont fonction du volume, j'imagine. C'est-à-dire volume, distance. Que si je commande du lait, un pack d'eau, du coca et un pack de bière, plus 3 jours de nourriture, ça ne rentre pas sur un scooter, on est d'accord? Ça rentre plutôt dans une petite camionnette. Ouais. Voilà. Donc on a les 3 modes de livraison, d'accord, vélo, scooter et 4 roues. Et le système va regrouper les bonnes commandes ensemble et les attribuer au bon véhicule. Voilà, le véhicule, on sait qu'il est en train de revenir ou qu'il est déjà sur le quai. Il charge et il va livrer. Et on va lui dire où livrer, qui en premier, etc. etc. Ok, donc ça c'est clair. Et la livraison, finalement, le livreur il vient réceptionner la commande. Il a combien de temps globalement pour faire sa livraison? Globalement, il a entre 1 heure et 1 heure et demie. Ouais. Et donc, c'est plus d'1 heure alors? Parce qu'en fait, il y a des gens il y a une partie de nos commandes qui sont commandées ce qu'on appelle le dès que possible, c'est-à-dire en moins d'1 heure. Et il y a une partie de commande qui est programmée. C'est-à-dire que moi, consommateur, je sais que dans 1 heure, je ne serai pas là. Donc, je ne veux pas avoir une livraison dans 1 heure, mais je la veux dans 2. Imaginons que tu prends le bus le matin pour aller au travail. Tu vas passer ta commande dans le bus et tu vas vouloir la faire livrer pour 19h, 19h30. Voilà. Et ça, c'est un vrai use case chez nous. Donc on utilise... Ouais, on peut choisir son créneau de livraison. Tu peux jusqu'à J+7. D'accord. Voilà. Donc, la belle vie, c'est un grand choix de produits, beaucoup de produits frais, beaucoup de fruits et légumes. D'accord. Et c'est surtout un accompagnateur de vie parce que ça te permet de te faire livrer tes courses vraiment quand tu le souhaites. Ça, c'est important. Oui, et les fruits et légumes, je te challenge là-dessus parce qu'il se trouve que la semaine dernière, je me suis fait livrer mes courses par un grand nom de la distribution alimentaire. Et il est vrai que les fruits et légumes, c'était pas le top, tu vois. Et c'est à chaque fois la même histoire. Là, toi, tu me proposes des trucs qui vont être meilleurs. Alors, évidemment, qui vont être meilleurs parce que sur les process logistiques, le fruits et légumes, c'est ce qu'il y a de plus fragile parce que c'est un produit qui est vivant, qui vit. C'est-à-dire que c'est pas un CD que tu peux garder 3 mois. C'est pour ça qu'Amazon ne sait pas faire du fruits et légumes. D'accord. C'est pour ça qu'Amazon Retail, ils ont arrêté en France parce que le fruits et légumes, ils ne savent pas faire. Quoi. Et la demande des Français, c'est surtout il y a beaucoup de fruits et légumes. Dans le process logistique, d'accord, que ce soit en amont avec les fournisseurs et en aval avec la préparation de commandes et les livreurs, c'est là où il y a le plus de process chez nous. C'est là où il y a le plus de check chez nous. Parce que le fruit et légumes, c'est très important. Pour la conservation, mais aussi pour le sourcing. Bien sûr. Ça ne vient pas du même endroit. Bien sûr. Merci pour la précision, même si je me doutais de la réponse. On est
À l'intérieur du fonctionnement de labellevie.com, dans tout ce que tu nous décris, on comprend bien, et je suis désolé d'être revenu sur des trucs hyper concrets, mais en fait, pour comprendre tout ça, faut être un peu terre à terre, basique, et se dire comment tu fais, tu prends un sac. Enfin, tu vois, c'est quand Bien même, sûr. c'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie vie. Écoute, tu peux pas avoir un business comme le nôtre et être complètement déconnecté du terrain. On est aujourd'hui une entreprise qui est 80% logistique et on le restera toute notre vie. Il y a un point sur lequel je voudrais t'entendre avant qu'on passe sur la relation client. On en a parlé déjà, mais j'aimerais qu'on revienne dessus, comme je le disais en introduction. Avant qu'on ne parle de ça, on a un bon épisode, là on est déjà à 1h03. Mais c'est Je bien. m'en doutais, à chaque fois ça déborde. Mais non, mais ce sont des sujets qui sont passionnants. Ce que je voulais te... Oui, on parle de la livraison. Là, on vient de parler de la livraison. Je t'ai demandé quels étaient les modes de livraison. Tu m'as parlé du vélo, du scooter et de la camionnette. On comprend qu'on ne peut pas faire autrement. Dans quelle mesure la notion RSE sur les livraisons est intégrable? Est-ce que c'est déjà opérationnel? Est-ce qu'on a des véhicules propres? Le vélo, évidemment, il l'est. Est-ce que dans le projet qui est le tien d'internaliser, en créant même une spin-off pour ça, mais enfin bref, en internalisant le sujet de la livraison, c'est une notion qui est dans le cahier des charges dès le départ? Non, qui est vraiment pas. Très sincèrement, on découvre des problématiques et des challenges tous les jours. Enfin, au départ, on veut juste livrer des paniers recettes, voilà. Et on n'a aucune idée de là où on va mettre les pieds là. C'est-à-dire que la logistique, on se l'est pris en pleine gueule, on a fait oh là là là, et on pouvait plus faire marche arrière. Et tu avais deux réactions possibles, c'est-à-dire j'arrête, c'est trop dur physiquement parce que c'est un métier qui est physique, hein, et ou bien j'accepte que mon métier aujourd'hui va être logisticien. Ok, en partie. Nous, on l'a accepté et on a fait en sorte, notamment grâce à nos logiciels, que ce soit le plus doux possible. Mais ça reste un métier qui est extrêmement dur parce que c'est un métier qui est 24/24, etc., etc. Ensuite, pour répondre à la question RSE, on est en 2015. Le RSE n'avait pas la place qu'il a aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. Je lance La Belle Vie aujourd'hui. Très bien. Je commence par faire livraison de courses, scooter électrique, voiture électrique, vélo. Mais voilà. Aujourd'hui, c'est quoi la situation? La situation aujourd'hui, c'est que on comprend qu'on est sur une planète, il y a de la fragilité, on doit penser, et c'est très bien, on pense de plus en plus à nos enfants, à l'avenir, à la place qu'on va leur laisser dans le futur, et le travail va commencer aujourd'hui. On réalise collectivement qu'on a fait de la merde sur la planète pendant 30 ans, 40 ans, et ça peut plus durer. Ouais, voire plus. Voire plus, ouais. Et ça peut plus durer. Donc maintenant, on va internaliser le service. Évidemment, RSE, c'est les gens, c'est-à-dire travailler avec des personnes qui soient... Pour être respecté, il faut être respectable, voilà, tout simplement. Et en termes de véhicules, on va évidemment travailler avec une flotte verte, voilà, parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, la société fait, et aujourd'hui, le momentum de l'humanité fait que ça doit être vert, quoi. Tu dis ça comme étant une évidence, et les évidences, elles sont mieux comprises quand on les prononce, quand on dit qu'effectivement, le projet qui est le tien sur la livraison, il est vert, avec des véhicules électriques. Mais il n'est pas encore aujourd'hui. Il n'est pas. Jamais. Non. Ouais. Mais c'est la direction. C'est la direction. C'est le chemin que vous prenez. Il me revient en tête un élément dont on n'a pas parlé. C'est finalement parlant de ce projet d'internalisation de la livraison qui me revient. Il y a un peu plus d'un an, tu as levé plus de 11 millions d'euros. Est-ce que cet argent sert aussi à développer cette activité-là, ou alors Bien sûr. C'est ça? Tout l'argent qu'on lève avec nos investisseurs, c'est pour écrire le monde de demain. Voilà. Aujourd'hui, La Belle Vie, c'est même pas l'étape 1 de notre vision. C'est-à-dire qu'on commence à découvrir à peine ce que doit être le retail et la livraison alimentaire aujourd'hui.
ça commence à ressembler beaucoup à la belle vie et beaucoup de retailers commencent à se dire qu'on tient le bon bout. Voilà. L'argent qu'on lève, c'est pour kickstarter notre business et plus on lève de l'argent, plus on se doit de le bien utiliser pour, encore une fois, bien écrire, dessiner ce que doit être le retail de demain. Voilà. Donc évidemment, l'argent qu'on a levé la dernière fois, c'était pour améliorer nos process logistiques et améliorer la qualité de la belle vie, passer d'un catalogue de 6 000 produits à 15 000 produits, etc. etc. Et peut-être qu'il y aura une prochaine levée. Et cette prochaine levée, il y aura une vraie part RSE à l'intérieur. Ok, merci pour ce complément d'information. Avant qu'on parle du déploiement territorial, justement, la relation avec vos clients, et tu le disais, c'est clé. En fait, un épicier, il a d'abord une relation avec ses clients qui est tout à fait particulière. Comment vous faites pour l'entretenir? Comment vous faites pour l'accélérer, pour élargir votre base client? Tu disais effectivement le bouche à oreille, mais il y a un moment où ça plafonne, il faut passer un cap. Comment vous faites pour faire tout ça? Alors déjà, le métier d'épicier est un métier d'humain. Ok. Donc, il était hors de question pour nous de mettre des messages automatiques, de outsourcer la relation client. Enfin, outsourcer sa relation client, pour moi, c'est ce qui est pire au monde. C'est-à-dire que on ne peut pas sous-traiter la relation client. Ça doit être interdit, ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus essentiel que pour un épicier et pour un retailer que cette connexion qu'il doit avoir avec son client. Donc, nous, comment est-ce qu'on fait? C'est qu'on a internalisé pendant 3 ans, c'était mon associé, moi, et les gens qui étaient au siège. Nativement, c'était nous qui étions au service client, c'est-à-dire le marketing, la tech, les fondateurs. Enfin, au début, c'était pendant 3 ans, même 4 ans, c'était alors, la relation client, elle est effectivement avec le SAV, elle n'est pas que là, elle est aussi dans la communication que vous pouvez pousser auprès de vos clients existants. C'est aussi l'utilisation du CRM, des réseaux sociaux. Comment vous faites tout ça? La relation client, avant tout ce que tu viens de dire, il y a besoin de parler. Donc on va aller nous, on n'utilise que le chat sur le site et sur les apps. Et on parle avec des vraies personnes qui sont dans la boîte et qui connaissent nos process, qui connaissent nos produits. Ça, c'est une chose. Et dès qu'il y a un problème, le service client, c'est le pourvoyeur de la to-do de tous les services. C'est-à-dire qu'il y a un problème sur la tomate, tout de suite le service client est connecté avec le bon entrepôt et le responsable primeur, directement, en live. C'est-à-dire que tu reçois une tomate, elle n'est pas belle, on va le savoir tout de suite. Tu vas aller sur le chat, tu vas dire elle n'est pas belle ma tomate, 30 secondes après, le primeur. Ok, je suis en train de comprendre un truc dans ce que tu dis, c'est que finalement le chat, c'est la ligne directrice de toute la communication avant-vente et après-vente. Exactement. Et quand je te dis ça, la relation client, l'intrinsèque, celle qui doit être la base de tout, avant les emails, avant les réseaux sociaux, etc. La relation client que tu dois avoir, c'est la relation de tenue de promesse. Tu vas sur la belle vie, tu dois être livré en temps et en heure. Okay, et encore ça, c'est même pas le point numéro 1. C'est-à-dire que quand tu veux acheter tel produit, tu dois recevoir le bon produit et de la bonne qualité. C'est-à-dire que c'est la base. C'est-à-dire que les gens viennent chez nous parce qu'il y a une qualité de produit. Ils ne viennent pas chez nous parce qu'ils ont entendu du bien de nous ou un code promo. D'abord, ils viennent parce qu'il y a des bons produits. Il y a des bons produits auxquels sont associés les produits de tous les jours. Exactement. Et déjà, fournir des bons produits de qualité, bien sourcés, bien traités, ça, c'est la meilleure relation client que tu peux avoir. C'est-à-dire que, imagine-toi, dans tes rêves les plus fous, tu adores les fruits et légumes, évidemment, et que j'arrive devant ta porte avec le plus beau panier de légumes qui brille et qui est super goûtu, etc. Ça, c'est la meilleure relation client que tu peux avoir. Ok, ça je comprends. C'est que ça. Et votre relation, elle est là-dessus. Comment vous utilisez la donnée? Est-ce que quand moi je rentre en relation avec labellevie.com,
la personne qui est derrière le chat, qui prend la conversation avec moi, elle peut m'identifier, elle peut savoir que je suis Cyril Duplessis et que j'ai déjà commandé 25 fois. Elle peut le savoir, mais elle ne le fait pas. Elle va savoir ton nom, Cyril Duplessis, évidemment, et elle va d'abord t'écouter, d'accord ? Mais elle ne va pas te dire il y a du saumon aujourd'hui parce que vous avez commandé sur 25 commandes 25 fois du saumon. Elle va d'abord vous écouter. C'est le plus important. D'accord, mais si dans la conversation, il y a un moment où il est nécessaire pour elle de revenir sur un historique de commande, elle peut. Donc elle peut donner cette impression de me connaître. Oui, complètement. Et ça va faire que de bonifier ça. D'accord. Vous avez, comment la data, vous l'utilisez autrement? Parce que tu le disais tout à l'heure, finalement, quand on ouvre un centre, en fait, on a tellement de data qu'on sait où l'ouvrir. On sait où l'ouvrir déjà, d'une, parce qu'on sait où sont nos clients, et on va savoir si à tel ou tel endroit, on doit acheter plus ou moins de tomates. Voilà. Il y en aura toujours au catalogue, mais on va savoir, tiens, bizarrement, c'est le coin où... Comment vous faites l'utilisation de cette data? Il y a des gens chez vous qui sont des data scientists? Pas encore. Pas encore. Aujourd'hui, tu es dans une entreprise qui est logistique. On a développé notre WMS, OMS, enfin tout notre ERP logistique. Et cette data-là, la data client, on commence à peine à l'utiliser. D'abord, nous, notre travail ces 5 dernières années, ça a été construire une logistique du dernier kilomètre qui est complètement inédite. Vous arrivez à la maturité, là, si je comprends ce que tu dis, vous arrivez enfin à cette maturité qui va vous permettre... On ne veut pas être dans le bullshit de start-upper et dire data scientist day one. C'est pas vrai. Là, vous êtes Exactement. Au moment où vous allez pouvoir commencer à utiliser Exactement. ça. Là, on est au moment où on a bien grandi, mais que le terrain de chasse et le terrain de jeu est immense. Et là, pour nous aider à accélérer, va falloir un peu plus que des muscles et des étagères et des frigos et des entrepôts, où là, la data va nous aider à aller bonifier notre travail. Hyper clair, merci beaucoup. Pour arriver sur la fin de notre conversation, c'est quoi le plan de déploiement de La Belle Vie? On comprend bien que pour adresser le marché comme vous l'adressez, vous ne pouvez pas avoir un plan hégémonique et national d'un coup, et vous devez le faire de façon granulaire, ville par ville. Donc là, l'Île-de-France est couverte. Exactement. En fait, c'est même pas ville par ville, c'est agglomération par agglomération. À chaque fois qu'on ouvre un centre, on sert une agglomération. C'est-à-dire que nous, on est en Île-de-France aujourd'hui, on sert 1300 villes. Okay, lorsqu'on va ouvrir l'agglomération de Lyon, de Lille, de Nantes et de Bordeaux, on va aussi servir toutes les villes qui sont autour. Donc à chaque fois qu'on arrive, en fait, on va servir des milliers de villes. Donc notre plan de déploiement est assez simple. C'est-à-dire que dès cette année, on aura ouvert le Nord et Lyon, et l'année prochaine, on va aller dans les 7 plus grandes agglomérations de France. Voilà. Quand tu as fait ça, tu as quadrillé 70% de la France. Ça veut dire que concrètement, quand tu vas ouvrir une autre région, le Nord, Lyon, restons sur Lyon, je suis lyonnais, tu replaques un modèle ou comment tu fais la... Je replaque un modèle logistique, ça c'est sûr. Par contre, sur l'offre, achats, voilà. Et par contre, sur l'offre, tu mutualises? Je fais des économies d'échelle? Je vais évidemment des économies d'échelle avec certains produits, d'accord. Mais je pense que notre international à nous, déjà, c'est sortir d'Île-de-France. Et je suis très impatient d'aller découvrir les différences de consommation qu'on a dans toute la France. Et je sais qu'il y en a. Forcément. C'est sûr et certain. Voilà. Comme tu le disais déjà, en région parisienne, il y a des différences de consommation et on ne consomme pas autant de tomates dans un endroit que dans un autre. Et il y aura des responsables régionaux, en fait? Oui, il y aura des responsables régionaux et on souhaite une entreprise qui soit ancrée dans ce territoire. Voilà. C'est très important pour nous, c'est aller développer des partenariats avec des producteurs locaux, avec les clubs de foot, avec les clubs de rugby. Enfin voilà, moi encore une fois, tout vient du terrain et de la terre. Voilà. Écoute, je pense que c'est une belle parole de fin.
Paul, est-ce que tu penses qu'on a couvert tout ce qu'il était nécessaire de couvrir quand on parle de la belle vie? Tu vas me dire, on peut encore en rajouter, c'est normal. Je peux t'en parler 8 heures. On mais est à c'était pas 1h17 d'enregistrement. Je pense qu'on a couvert quand même pas mal de choses. Merci beaucoup, Paul, d'être venu discuter de tout ça avec nous, avec autant de transparence et autant de détails. C'est vraiment très concret et ça nous permet de bien comprendre ou de mieux comprendre ce qui se passe dans l'industrie, dans le secteur de la distribution alimentaire. Merci à Comexposium, l'organisateur du One-to-One Retail e-commerce de Monaco, de soutenir cet épisode. Et merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous pouvez évidemment rentrer en contact avec moi soit via LinkedIn, soit via lesdigitaldoers.com. Et puis, j'en profite pour faire une petite promo. Vous pouvez vous abonner à la revue de presse, la revue de presse hebdo, directement sur le site Les Digital Doers. Il y a un onglet revue de presse et vous aurez toute l'actualité retail e-commerce à jour tous les jours. Et puis, vous recevez une fois par semaine, le vendredi, un digest de tout ce qui s'est dit dans la semaine. Paul, merci encore. À bientôt. À bientôt.